Voilà, deuxième partie de cette émission, Territoire d'info, avec la presse quotidienne régionale, bien sûr, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France et le réseau Via Télévision et TV5 Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Jacqueline Gouraud. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, Jacqueline Gouraud. Vous êtes la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales. Voilà, pour vous interroger à mes côtés ce matin, Oriane Mancini de Public Sénat. Bonjour, merci d'être là. Et bonjour Hervé Favre de La Voix du Nord. Votre interview, Jacqueline Gouraud, sera retransmise sur les sites vidéo, internet de la presse quotidienne régionale ce matin à partir de 10h30. On vous a vu hier assise aux côtés du président de la République, 7 heures, un marathon. Je ne vais pas vous demander de nous dire ce que vous trouviez bien chez le président de la République hier. On a parlé de la forme avec nos éditorialistes tout à l'heure. Est-ce que vous avez tout de même un regret par rapport à cette première réunion, ce premier débat national, quelque chose qui ne vous a pas satisfait hier soir? Ah non, là, aucun regret. C'était une réunion vivante, digne, respectueuse, avec beaucoup de contenu. Tout allait. La parole était libre, tout allait. Le rythme a été soutenu, tout le monde a pu s'exprimer, vraiment. Et il y avait une communication entre le président et les 700 maires qui étaient présents, venant de chaque département de la Normandie. Jacqueline Gouraud, le problème, c'est que ce matin, on parle beaucoup. Évidemment, il y a cet échange assez exceptionnel de 7 heures, mais on parle d'une petite phrase prononcée avant cette rencontre sur ces Français qui déconnent. Il ne peut pas s'en empêcher, le président, de ce genre de sortie. Mais je crois qu'il faut arrêter. Non, parce qu'il avait dit, j'arrête de faire des petites phrases qui blessent les gens. Il retombe la première occasion. Non, il ne retombe pas. Le président de la République s'exprime avec ses mots. Alors, je n'étais pas dans la partie où il a soi-disant dit les choses. Alors, d'abord, je crois qu'il faut toujours contextualiser, c'est-à-dire remettre la discussion qu'il a eue dans son contexte. Je dirais c'était la même chose l'autre jour, quand il était avec les boulangers lors de la galette des rois. Il y a eu toute une polémique qui n'a pas tellement duré, parce qu'il a dit il faut faire sur le mot effort. Mais tous les Français que je connais pensent là. Il faut arrêter de polémiquer sur des choses qui n'en font. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter de donner des raisons de polémiquer? C'est un peu ça aussi. Mais il n'a pas donné des raisons de polémiquer. Mais écoutez, vous reprenez les éditorialistes de ce matin qui ont remis dans le contexte. C'est-à-dire, il dit il y a des gens en grande difficulté. Il y a des gens qui sont très loin du travail. Il y a des gens qui sont en marge vers le travail. Et il faut aider chacun. Et il l'a redit hier soir, en expliquant bien qu'on ne pouvait laisser personne au bord de la route. Parce qu'il dit, il y a des gens qui sont en difficulté et qui s'en sortent, qui sont volontaires, et il y en a qui déconnent un peu. Bon, je veux dire... vous venez de le dire, vous aussi, là. Je viens de le dire, puisque vous venez de le dire aussi. Mais alors, la vie, la vraie vie, c'est cela. Alors, on ne peut pas reprocher au président de la République d'être... distant, ne connaissant pas le peuple, parce qu'on entend ça aussi. Et puis, quand il dit un mot que tout le monde, enfin vous-même, les journalistes entre vous, vous utilisez ce mot. Il n'a pas prononcé. Non, vous ne l'avez pas prononcé, mais moi je le prononce, parce que... moi je ne suis pas président de la République. Cécile Cornudet, dans Les Échos ce matin, fait un excellent éditorial où elle le recite, elle le contextualise. Merci, recontextualise. Voilà, il faut arrêter de polémiquer sur ce qui est au fond un langage que les gens comprennent, et c'est pas du tout pour attaquer, pour blesser. C'est vrai, enfin, même dans vos familles. Les gens comprennent, il y a des gens dans leur famille, chez leurs voisins qui, parfois, oui. Alors, on va partir sur le fond. On va parler des maires, puisque Emmanuel Macron a passé 7 heures avec ses maires. Cyril le disait, vous étiez aux côtés du président de la République. Est-ce que ces maires ont été convaincus? Est-ce que vous pensez que cette séquence peut marquer un tournant dans cette crise des Gilets jaunes? En tout cas, je peux vous dire que j'ai assisté donc aux 7 heures de débat. Au début, les maires venant de chaque département, comme je l'ai dit, étaient là,
bien élevé, poli, sage, content d'être Un là. accueil poli, sans grand enthousiasme, on a vu au début. Mais voilà, ils étaient là, voilà. Et au fur et à mesure des 7 heures, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée, j'ai senti véritablement, on sent quand on est dans une salle et on sent quand on a un peu de passé politique et de pratique politique, j'ai senti l'adhésion qui au fur et à mesure se faisait et les maires, peut-être surpris par la connaissance des dossiers du président de la République, parce qu'au fond, il y avait 2 séries de questions. Celles qui concernaient leur vie propre, les collectivités territoriales, qui ont été beaucoup abordées, mais ils exprimaient aussi ce qu'ils ressentaient sur le terrain de la vie de leurs concitoyens et des questions qui étaient posées par le concitoyen. Nous avons eu plusieurs maires d'ailleurs qui étaient venus aussi avec les fameux cahiers dits de doléances et qui ont remis au président de la République. Et on a senti la graduation, si je puis dire, l'évolution, et ça s'est terminé par une adhésion et une standing ovation au président de la République. Finalement, le président a attendu 18 mois pour rencontrer les maires, pour les reconnaître finalement. Il n'a pas attendu 18 mois, il les a vus à l'Élysée, il y avait 2000 maires qui avaient été au mois de novembre. Il aurait dû le faire avant. Il le a fait régulièrement. Alors, Jacqueline Gourault, il y a une question qui domine dans la crise des Gilets jaunes, c'est celle de l'ISF. Le président dit il n'y a pas de question taboue, il n'y a pas de totem, mais on ne reviendra pas sur l'ISF, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous avez compris, vous ? Ce que j'ai compris, c'est que il était possible de parler dans tous ces débats qui vont être organisés sur les territoires de toute question. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de question taboue. Mais certaines sont fermées. On peut en parler, mais on ne changera rien sur cette réforme de l'ISF. Mais c'est pas ça le sujet. C'est pas. On vient de voter une loi qui a été votée sur des fondements où le président de la République, pour faire une idée simple, c'est on renforce, on encourage le travail et que ceux qui travaillent gagnent mieux leur vie. Et il y a eu toute une série de mesures prises en ce sens. Et pour que les gens travaillent, il faut aussi que des entreprises tournent en France et il faut que des gens investissent en France. Et toute l'idée de l'ISF qui a été remplacée par un impôt sur la fortune immobilière est basée là-dessus. Donc c'est une ligne politique qui n'est pas fondamentalement contestée d'ailleurs, qui concerne l'idée qu'il faut renforcer le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent. D'ailleurs, je signale, pendant cette séance, ça a été intéressant parce que cette idée sur laquelle on va revenir aussi, notamment sur l'assurance chômage, a été beaucoup exprimée par les maires. C'est cette idée que les gens qui travaillent ne peuvent pas gagner moins que ceux qui vivent du soutien, de la solidarité nationale. Il faut de la solidarité nationale, il faut laisser personne en dehors, sur le bord du chemin, mais il faut faire en sorte que ceux qui travaillent soient récompensés de leur effort et de leur implication dans leur travail. Alors, autre sujet qui a fait beaucoup parler les maires hier et qui fait beaucoup parler les Français, c'est les 80 km/h. En entendant Emmanuel Macron hier, on a compris qu'il envisageait d'y revenir, ou en tout cas, les 80 km/h ne seront plus appliqués au niveau national. C'est une mesure qui a été portée par Édouard Philippe. Ses oreilles ont dû siffler hier soir. Non, parce que le président de la République ne veut pas revenir sur les 80 km/h. Mais il veut l'adapter, il reconnaît que ça n'a pas été fait de manière intelligente. Il a laissé entendre, bien évidemment, que ce serait fait, il a dit, la manière dont ça a été fait a créé une certaine polémique. Eh bien, je suis d'accord pour revenir sur l'idée qu'il faut, au fond, travailler cette décision avec le terrain, c'est-à-dire avec ceux qui sont responsables des routes dans leurs compétences en France, c'est les conseils départementaux, et que on va étudier le fait de les impliquer dans cette décision. Donc ça veut dire voilà plus ce qui a été dit. D'application uniforme au niveau national des 80 km/h. Écoutez, vous savez, aujourd'hui, la réglementation fait que les élus, les maires, les présidents, parce qu'il y a des voiries communales aussi, les maires peuvent baisser la vitesse réglementaire nationale. Par exemple, dans les centres-villes, c'est 50 km/h. Et vous voyez à beaucoup d'endroits des maires qui mettent à 30 km/h. Mais la réglementation, la réglementation aujourd'hui fait qu'on ne peut pas augmenter la vitesse. Alors, je suppose que c'est peut-être, je n'en sais rien, le président de la République et le Premier ministre vont en reparler ensemble, c'est peut-être ce curseur
qui va bouger. Je n'en sais rien, mais je vous donne techniquement quel est le règlement aujourd'hui. Vous connaissez que les élus locaux, les sénateurs vous ont alerté sur les dangers de cette réforme et sur la colère qu'elle a suscitée. Alors, les dangers de la réforme, c'est une chose, mais les dangers de la route, c'est une autre chose. Et il faut quand même ne pas perdre l'objectif, qui est d'avoir moins de morts sur les routes. Et je sais, puisque je suis informée, ça n'est pas encore officiel, mais que les résultats de la mise en place du 80 km/h ont porté leurs fruits. C'est-à-dire que la mortalité routière a baissé. Non, je ne peux pas vous préciser parce que les chiffres ne sont pas encore sortis officiellement. C'est de quel ordre alors? Mais vous verrez, je vous dis que les 80 km/h ont engendré moins d'accidents et donc moins de morts. Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, est notre invitée politique ce matin. On a vu Sébastien Lecornu hier, un ministre qui dépend de vous d'ailleurs, comme animateur de débat. C'est curieux, non? Est-ce qu'on attend d'un ministre d'être un animateur de débat? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'indépendance par rapport au débat lui-même? Non, il n'y a pas de problème d'indépendance. D'ailleurs, hier, il y a eu une publication du président de la République, du Premier ministre, pardon, excusez-moi, qui a expliqué qu'il y aurait des garants à ce débat. Ces garants vont être nommés vendredi, demain, je crois, ou après-demain. Le rôle d'animateur de Sébastien Lecornu, ministre, et qui fait l'animateur de débat, au fond. Oui, écoutez, il faut bien un animateur qui, mieux qu'un élu local, puisqu'il est toujours élu local, il est toujours conseiller départemental de l'Eure. Mais ministre, quand même, problème d'indépendance par rapport au débat lui-même. Quelle indépendance? Enfin, on est tous des élus de la République. Et on peut discuter entre nous, et un ministre qui anime une réunion, ça n'est pas quelque chose de suspect. C'est quelque chose de républicain. Hervé Favre. La loi NOTRe aussi, qui est remise sur la table par les maires. Il y a effectivement pas mal de critiques sur cette loi. Est-ce qu'on rouvre la boîte de Pandore? Est-ce qu'on va redessiner des régions 2 ans après les avoir fusionnées? Le président de la République s'est déjà exprimé, et le Premier ministre aussi, en disant qu'il y avait des irritants dans la loi NOTRe. D'ailleurs, c'est une expression de Sébastien Lecornu. Et il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut assouplir. Alors, quelle chose? Alors, je ne sais pas, il y a des oublis aussi dans la loi NOTRe. Je ne vais pas entrer dans la technique, mais par exemple, il y a le monde agricole qui réclament à corps et à cri, et les départements aussi, des adaptations, par exemple, pour tout ce qui est sanitaire. C'est des choses pour l'agriculture et les pays d'élevage, et d'ailleurs je pense au Brexit dont vous parliez tout à l'heure, qui sont très importants. Eh bien, la loi a oublié cela, et il faut réintroduire la possibilité pour les départements. Vous savez que les départements ont déjà une capacité dans le domaine agricole, des eaux et de la forêt, etc., d'intervenir. Il faut réintroduire cela. Et puis, il y a d'autres choses qui, au cours des débats, vont apparaître. C'est mettre de la souplesse là où il y a un peu de rigidité. Mais je vous rappelle que le président de la République a dit, dès le début de son mandat, qu'il ne ferait pas de grandes réformes territoriale. Il n'y aurait pas de Big Bang territorial, et il restera sur cette ligne. Simplement, il faut de la souplesse et de l'adaptation. Alors, autre question qui a été moins évoquée hier, mais dont parle Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français, c'est la question de la transformation du Sénat. Est-ce que c'est une question qui se pose pour vous? Je crois qu'à partir du moment où on parle des institutions, c'est-à-dire qu'on parle du nombre de députés et de sénateurs, qu'on parle de l'introduction de la proportionnelle à l'Assemblée nationale, puisque la proportionnelle existe déjà au Sénat. Il n'était pas possible de ne pas aborder, bien évidemment, pourquoi cibler le Sénat C'est un peu la question de... Quand on parle de la proportionnelle, on parle de l'Assemblée. Dans la lettre, oui. C'est pas un peu stigmatiser l'institution Sénat et au fond dire que le Sénat, tel qu'il est à l'heure actuelle, est inutile? Écoutez, le président de la République sait et connaît l'importance du Sénat. Simplement, il ne vous a pas échappé, enfin au cas où ça vous aurait échappé, et c'est pas la première fois, moi, je suis sénateur depuis un moment, et j'ai la mémoire aussi du temps. Vous rappelez le général de Gaulle, vous rappelez Jospin, vous rappelez... Ça ne leur a pas forcément réussi. Là, ça ne leur a pas forcément réussi. Mais le grand débat, n'est-ce pas aussi le moyen d'expliquer ce qu'est le bicamérisme, ce qu'est
le nécessaire équilibre du pouvoir. Et moi, je crois, personnellement, parce que ça m'a beaucoup frappé aussi. Comment le dire? Je vais faire attention aux mots que j'emploie, monsieur. Parfois, une certaine méconnaissance des institutions de notre pays, et je l'ai particulièrement remarqué aussi, parfois, sur les ronds-points. Et donc, il y a des trucs comme ça, je veux dire, qui sont symboliques de la vie politique française, qui reviennent. Moi, je crois que c'est une chance que de montrer, en tout cas, et je l'ai dit à plusieurs reprises, l'importance du Sénat dans la protection des libertés locales. On passe au Brexit, Hervé Fabre. Oui, le Brexit. Problématique pour votre région. De plus en plus problématique, puisque là, on va vers un no deal, ce qui suppose effectivement un engorgement des ports de Dunkerque, Calais, enfin de tout le littoral, avec des contrôles douaniers très sévères. Est-ce que le gouvernement est prêt à affronter ce scénario catastrophe? Ça fait des mois que l'on travaille sur l'idée qu'il pourrait y avoir un Brexit sec, si je puis dire, c'est-à-dire sans accord. Et nous avons travaillé dans beaucoup de domaines. 230 voix d'écart, hein, je oui, rappelle pour les c'est énorme. C'est énorme, hein, c'est une énorme. grosse claque pour la Première ministre. Et donc, il est clair que on a tout envisagé depuis le départ et on a beaucoup travaillé. Le ministère de l'économie et des finances avec les douanes, le ministère de l'Intérieur pour la sécurité, le ministère de l'Agriculture, j'en parlais tout à l'heure, enfin tous les ministères ont... Mais au niveau des territoires, puisque c'est votre domaine, comment le gouvernement va aider les élus locaux de Normandie, des Hauts-de-France à gérer ce Brexit? Dès jeudi matin, nous avons une réunion à Matignon avec les préfets de région pour les régions concernées, c'est-à-dire surtout les Hauts-de-France et la Normandie, et pour retravailler ce dossier, mais qui est déjà, je dirais, nous avons vraiment anticipé. Après, que va-t-il se passer maintenant en Angleterre? Ça, c'est à la Grande-Bretagne de décider, au Royaume-Uni, pardon, de décider de ce qui va se passer, parce qu'il y a plusieurs solutions aussi. Est-ce que Mme May va tenir? Est-ce qu'elle va demander... Motion de censure d'ailleurs. Hein, bon, voilà. Merci beaucoup Jacqueline Gouraud, hein, vous êtes ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités locales, d'avoir été notre invitée ce matin au lendemain de ce démarrage du grand débat national. Merci Oriane Mancini, merci Hervé Fabre. Merci. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Voilà, eh bien Jacqueline Gouraud va quitter ce plateau. La ministre de la Cohésion des Territoires était notre invitée politique ce matin. Et au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. Et puis Guillaume Doyen de la Gazette des Communes et Stéphane Vernet de Ouest France reviennent comme convenu dans cette deuxième partie. Vous avez entendu Jacqueline Gouraud, tous les deux, vous étiez là, 7 heures de marathon, elle est restée assise pendant 7 heures. Quand je lui ai demandé, est-ce qu'il y a une seule chose qui ne vous a pas satisfaite, elle a dit non, tout était bien. Stéphane Vernet. Ben, tout était bien. Bon, moi, j'y étais pas, hein, donc, mais on voit bien que l'ambiance était effectivement à la défiance au début et qu'il y a eu beaucoup d'échanges, d'écoutes, etc. Que le président a été longuement applaudi à la fin et je pense qu'il a réussi l'exercice. Même sur la petite phrase là, qui a posé problème, qu'on a retenu, hein, qui avait été prononcée avant. Oui, alors, mais ça, c'est même un autre ça, sujet. elle a trouvé que, au fond, le président parlait vrai, quoi. Hein, c'est ce qu'elle a dit. Mais c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron, vous vous souvenez, je crois que c'était dans l'allocution qu'il avait fait sur le porte-avions, je ne sais plus à l'automne, à un moment, il avait dit, bon, je regrette si j'ai pu blesser certains par mes propos, mais c'est son parler vrai, il est comme ça. Voilà, il est comme ça, et effectivement, il utilise des mots du quotidien. Ce qui pose question quand même, c'est que on ne peut pas lui reprocher sa franchise de dire ce qu'il pense. Le souci, c'est qu'il est quand même président de la République et on vit aujourd'hui dans un univers en fait où toutes les phrases sont sorties de leur contexte et sont réutilisées et interprétées hors contexte, des choses qui pourraient paraître comme anodines prennent des proportions extraordinaires. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il devrait intégrer et tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Voilà, il avait dit qu'il ne le ferait plus, il continue manifestement et à mon avis, il continuera. Après, sur l'ambiance du débat, oui, elle était bonne, mais la question, c'est à quoi sert ce débat ? Est-ce que c'est un débat qui vise à permettre à Emmanuel Macron et aux ministres de faire de la pédagogie, encore une fois, d'expliquer leurs réformes, de chercher à convaincre? C'est ce qu'il a fait hier, et il l'a bien fait.
Mais où est-ce que c'est un débat qui consiste à recueillir la parole des citoyens et à se mettre dans l'autre démarche, c'est-à-dire être à l'écoute de ce que les Français attendent. C'est pas la même chose. Où va ce débat? C'est ça la question, Guillaume Doyen. Oui, hier, c'est quand même une opération qu'il a menée auprès des élus dont il sait qu'ils sont des relais puissants dans l'opinion, auprès de leurs administrés. Donc les élus, effectivement, un élu content, c'est un élu qui va le dire à ses administrés. Et ils sont écoutés encore. Ce sont quand même des élections municipales, c'est auxquelles les Français participent le plus. Les élections, la popularité des maires, la popularité des élus est en baisse, mais on fait encore confiance aux maires. Donc ça, c'est important, si vous voulez. Donc là-dedans, je ne sais pas s'il a convaincu les citoyens. Je sais qu'il pose quand même quelque chose pour l'avenir, là. C'est le calcul, c'est clair. Mais Oui. Guillaume Doyen, les maires, il n'y a pas un danger à ce qu'ils soient jetés avec l'eau du bain, j'allais dire, c'est-à-dire au fond assimilés à ce que les Français rejettent de la politique Oui, en pour participant à ce débat. Alors, quand même, ils sont des élus. Parce qu'ils sont en élection municipale, vous venez de le rappeler bientôt. Oui, ce sont quand même des Donc, bons, il y a un bons danger. soldats républicains. Quand l'État leur demande quelque chose, quand le président de la République souhaite aller leur parler, ils se présentent. Eux-mêmes sont des élus qui portent l'écharpe tricolore. Donc, si vous voulez, On l'a vu hier d'ailleurs. Voilà, Très ils en nombreux sont- étaient ils en venus sont très fiers. escalitaires. Voilà, ils ont eux-mêmes des responsabilités politiques importantes, donc ils font quand même attention à ce qu'ils font. Mais en revanche, ils ont bien dit, un certain nombre d'entre eux l'ont dit, c'est qu'ils ne seront pas les porte-parole de l'Élysée. Mais ce qu'a fait l'Élysée, là, le président de la République, c'est autre chose. Il est allé les séduire, les rassurer, et en espérant qu'ils soient satisfaits de ce qu'il a dit. Mais il ne demande pas qu'il porte exactement son discours, c'est autre chose. Là, c'est une opération de séduction hier. Est-ce qu'on pourrait parler ensemble du Brexit? Donc, les députés britanniques rejettent l'accord de Theresa May. 230 voix, hein, c'est vraiment une claque pour la Première ministre. On ne sait pas d'ailleurs si elle survivra à la motion de censure qui est déposée donc, contre elle et son gouvernement aujourd'hui au Parlement britannique. Elle a l'air de dire, Jacqueline Gourault, qu'on a entendu, la mise de la cohésion des territoires, au fond que le gouvernement français avait assez anticipé les choses, que des réunions avaient été faites, qu'il y en a une à Matignon qui arrive. En ayant l'air de dire, en fait, on est en situation de contrôle. Vous le croyez, ça, Stéphane Vernet? Ça faisait partie des scénarios, c'est le pire des scénarios, c'est celui du no deal. On y est, mais effectivement, ça faisait partie des éventualités, même si ce qui avait été travaillé et mis sur la table par Michel Barnier notamment, le boulot qui a été fait était excellent, et on pouvait espérer qu'on s'en sorte. Le mieux possible. Avec une forme de deal. Ça fait partie des scénarios qui ont été étudiés, donc je pense qu'ils ne sont pas pris par surprise. N'empêche que les enjeux sont énormes. On rentre dans une zone de turbulence totalement incroyable. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a plein de questions qui se posent. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une sortie des Britanniques de l'Europe sans accord, ce scénario du no deal, un truc très brutal comme ça, sera très préjudiciable pour leur économie et pour la nôtre aussi. C'est-à-dire que l'impact, il va se faire ressentir des deux côtés de la Manche. Et pour les régions frontalières comme la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, les enjeux sont très particuliers. Il y a plein d'échanges et il y a plein de questions qui sont aujourd'hui sans réponse. C'est ce qu'a dit Theresa May dans son allocution après le camouflet qui lui a été infligé. Elle a eu une pensée pour les citoyens européens qui vivent en Grande-Bretagne et les citoyens britanniques qui vivent en Europe continentale. Enfin, il y a toutes sortes de questions qui se posent, des choses complètement délirantes. Les avions, les ports, ce qui va se passer. Les ports, le trafic de marchandises. Effectivement, oui, Dunkerque, Calais, partout ces grands ports. Vous imaginez qu'on dresse des frontières en quelques mois, c'est tout simplement techniquement impossible, inimaginable. D'abord, la Grande-Bretagne, il faut l'alimenter quand même. Il faut que les marchandises passent. Ça créerait des embouteillages de plusieurs kilomètres. On n'a pas les effectifs de douaniers, de policiers pour surveiller tout ça pour l'instant. Il n'y a même pas la place de stocker tous ces camions qui seraient contrôlés. Donc là, on entre, comme tu le dis, oui, dans une zone de turbulence. Mais il faut quand même rappeler aussi que c'est le choix du Parlement britannique et que c'est une grande démocratie qui respecter une décision démocratique, voilà, a-t-elle dit. Et puis donc, il continue, si vous voulez, à ferrailler avec les gouvernements. Mais là, on a en activité, en exercice, des parlementaires britanniques qui sont conscients de leur rôle, de leur importance. Il va falloir tout renégocier au cas par cas, pied à pied, et ça aura des conséquences. Avec une aussi première énormes ministre extrêmement affaiblie en plus. Ben oui, parce que c'est d'abord aussi une crise interne, c'est une crise politique interne, c'est aussi ce qui complique considérablement la donne. C'est-à-dire qu'il y a les enjeux généraux, puis il y a ce qui se passe en Grande-Bretagne. Elle a jusqu'à lundi pour présenter un plan B
Alors, qu'est-ce que ça veut dire un plan B? Pour les téléspectateurs qui nous écoutent, c'est quoi? C'est forcément une renégociation, une demande de délai bon, ça peut être ça. auprès de l'Europe, ça peut être ça. Là, c'est mars 2019, la date butoir actuelle. On pourrait repousser peut-être d'1 an en accord avec l'Europe et repousser ça à 2020. Ça, c'est une des possibilités qui se présente aux Britanniques. Stéphane Vernet. Ouais, alors après, le problème des Britanniques, c'est que depuis le début, ils ont fait des pieds et des mains pour entrer dans l'Europe. Une fois qu'ils y ont été, ils n'ont cessé de demander à avoir des exemptions, d'imposer leur vue, d'avoir des aménagements. Une indépendance association. Et on a toujours dit oui. Et là, aujourd'hui, il ne faudrait pas non plus qu'on soit dans un scénario où ils disent on veut partir, mais on veut plus y être, mais on veut garder tous les avantages. On veut y être sans y être, tout en y étant. L'indépendance association, hein, voilà. On avait trouvé c'est Michel Rocard. C'est tout à fait le paradoxe britannique. Mais rappelons quand même que ce sont nos fidèles alliés et nos amis, et qu'on ne va pas non plus les affamer. Merci beaucoup, Guillaume Doyen. Vous dirigez la Gazette des communes, des départements et des régions. Et merci Stéphane Vernet. Vous dirigez le bureau parisien de Ouest France, le plus grand quotidien francophone du monde. Merci. On passe au Zap Matin de Christophe Comte-Barieux. C'est ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier soir, les émissions politiques également, mais les matinales d'infos ce matin chez nos confrères. Voilà, à tout de suite. Il est arrivé avec quelques minutes de retard. Tout sourire et très attendu dans ce gymnase face à 600 maires venus apporter les doléances de leurs administrés. Nous sommes à un moment donné où ça doit être des cahiers de droits et de devoirs. Parce que les doléances, c'est comme s'il y avait un souverain qui puisse donner des choses. Les maires sont remis au cœur du débat. Parce que jusqu'à maintenant, on avait plutôt l'impression d'être malmenés. Donc en tant qu'élus. Donc ça, c'est quand même quelque chose que pour nous, c'est important. Moi, je ne vais pas parler longtemps parce que l'objectif, c'est surtout de vous entendre. Et de manière très libre. S'il y a des questions, j'y répondrai. Mais ce que je souhaite, c'est que vous puissiez vous exprimer de la manière la plus directe. Nous souffrons d'isolement en étant pourtant qu'à 160 km de Paris. Et nous demandons à rester connectés avec l'État et les services publics. Le président de la République va, une fois de plus, nous donner les clés du débat, comment l'organiser, sur quelles questions répondre et nommer un rapporteur. Si j'ai la parole, j'aurais envie de lui dire que nous ne sommes pas à l'école maternelle, dans une explication de texte, et surtout pas non plus des enfants de cœur. La réforme de l'ISF, la flat tax, le CICE réformé, vous ne changerez pas de cap. Donc il me semble qu'il y a là une contradiction qu'il vous appartient de lever. La question de l'ISF qui revient chez beaucoup de nos concitoyens, c'est pour ça que c'est pour moi pas du tout un tabou, ni un totem, si je puis dire. De toute façon, on connaît déjà l'issue. Tout ce qui a été fait depuis 18 mois, le président a dit on n'y touchera pas. Les sujets sont interdits et les organisateurs sont des ministres. Édouard Philippe l'a répété cet après-midi à l'Assemblée nationale, on pourra discuter de tout, mais par contre, rien ne pourra changer du programme qui est celui du président de la République. C'est du blabla, sans tabou. Il ne faut pas raconter des cracks, c'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a 1 an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Ce que je sais, c'est que si je le faisais demain, les quelques-uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi, ils diraient celui-là on a compris, il est comme les autres, dès qu'il y a un coup de grisou, lui il remballe ses idées, il est reparti. Il doit aussi se mettre dans une posture d'une véritable écoute. Et parfois, pour véritablement écouter, il faut accepter de dire que l'on s'est trompé. C'est un grand séducteur, Emmanuel Macron. Et il est excellent lorsqu'il est en campagne. Regardez, il se lève et il applaudit. Oui, voilà, très bien. Dans ce débat, je vous donne quelques exemples. Il a dit que jamais il a tant fait finalement pour les maires. Ça fait rire les 35 000 maires de France, cette expression, quand on connaît les choses. Voilà le Zap Matin de Christophe Comte-Barieux, que vous retrouvez d'ailleurs à la fin de cette 3e partie qui démarre dans un instant. A tout de suite.